Je m'appelle Eric Zipper, je suis colmarien, je travaille à Colmar où je dirige une petite entreprise qui fait de l'édition et de la communication et puis une autre partie qui fait de la communication de crise et du risk management. J'ai 50 ans, et je suis marié, je suis père de 2 enfants. Ce qui m'anime depuis des années, c'est tout ce qui tourne autour du secours, de la gestion opérationnelle. C'est le côté meneur de projet et coordinateur qui m'intéresse beaucoup. Et puis aussi tout le côté inventivité et créativité pour essayer de réfléchir dans des domaines où tout n'a pas encore été fait, dont par exemple le secours en milieu un peu particulier. Je dirige bénévolement une ONG qui s'appelle le Corps mondial de secours, dont je suis président depuis 4 ans et à laquelle j'appartiens depuis 12 ans, et avec laquelle je suis parti de très nombreuses fois à l'étranger sur des missions de secours de catastrophe. J'ai commencé, comme tout le monde commence, par ce qui s'appelait à l'époque le BNS, c'était le brevet national de secourisme, c'était le premier échelon. Parallèlement, je faisais de l'ASPELO. L'ASPELO, c'est la seule association qui a ses propres secours. Quand vous faites de l'ASPELO, très vite on vous demande aussi, pour peu que vous ne soyez pas trop mauvais en spélo, de rentrer dans les équipes de secours. Et puis quand vous êtes dans les équipes, vous avez forcément un truc qui vous intéresse, donc vous formez, et puis une fois que vous êtes un peu formé, on vous demande de prendre responsabilité, puis voilà, vous avez mis le pied dans l'engrenage, et puis moi c'est quelque chose qui m'a passionné dès le début. Le Corps mondial de secours intervient principalement à l'étranger, donc c'est très rare qu'on intervienne en France. Moi je suis intervenu une fois en France avec eux sur les inondations dans le sud de la France, et ensuite on intervient que sur des catastrophes où l'aide internationale est demandée et où elle est réellement utile en arrivant là-bas. Donc, en fait, moi je suis parti 4 fois, une fois en Thaïlande après le tsunami, une fois à Haïti après le tremblement de terre, aux Philippines après le typhon Haiyan, et puis au Népal après le séisme d'il y a 1 mois. C'était une mission post-séisme traditionnelle, c'est-à-dire où il faut s'engager dans les bâtiments qui ne tiennent plus, où on prend toutes les mesures de sécurité, mais enfin on espère quand même juste qu'il n'y aura pas une réplique au moment où on est dedans. On a aussi recueilli beaucoup de matériel et de denrées qu'ils avaient. Ils stockent beaucoup de riz dans les maisons. Donc à 3 semaines de la mousson, c'est pareil, c'était vital aussi de leur ressortir tout ce qu'on pouvait. Et puis on a fait beaucoup d'expertise de bâtiments. On était régulièrement questionnés, est-ce qu'on peut rentrer dans notre maison, est-ce qu'on peut la reconstruire, est-ce qu'on peut juste la réparer, est-ce qu'il faut la battre. Donc ça a été sur des petites maisons, mais ça a aussi été sur des orphelinats et puis un gros temple bouddhiste. On se prend tous à peu près la même claque en arrivant, même si on est préparé. C'est vrai qu'on comprend tout de suite la détresse, on comprend tout de suite qu'il n'y a plus rien qui tient debout, on comprend que ça va être difficile aussi pour nous au niveau des équipes. Ça, je ne dirais pas qu'on s'y habitue, mais on arrive à le gérer de mieux en mieux au fur et à mesure des missions. Il y a toujours ces 24 heures où on essaye de prendre la mesure de ce qui se passe vraiment dans le pays. Est-ce que c'est vraiment un tremblement de terre majeur? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de victimes? Est-ce que le pays va faire appel à l'aide internationale? Donc nous, dès le début, on a une cellule opérationnelle qui nous inscrit auprès de l'INSARAG, donc auprès de l'ONU, qui centralise les aides, et on attend la demande d'aide du pays, mais pendant ce temps, on ne reste pas sans rien faire non plus, on commence à regarder à peu près qui est disponible. Donc c'est des gens aussi qui sont prêts à partir, c'est-à-dire qu'ils ont déjà parlé de ça à leur employeur, ils ont leurs vaccins qui sont à jour, leurs passeports qui sont prêts, leurs affaires qui sont quasiment prêtes aussi. Il faut laisser tomber ses rendez-vous, il faut laisser tomber tout ça, mais il faut aussi du coup préparer la mission pour partir, et donc on n'a pas encore le temps d'aller chercher je sais pas, son savon de Marseille, sa crème solaire, c'est son produit anti-moustique. Donc c'est vrai que moi j'ai une caisse qui est prête où dedans je sais qu'en gros je vide ma caisse dans mon sac, plus quelques petites choses qu'il faut rajouter à chaque fois. Mais en gros, ouais, c'est toujours prêt pour que en fait la décision ce soit juste de dire ok, je peux partir pendant 10 jours de telle date à telle date et que le reste soit validé avant. Il y a des éléments qui m'ont profondément marqué parce qu'ils étaient
très joyeux ou très décalé ou humainement très fort. Je me souviens aussi à Haïti avoir eu un moment très triste où on avait sorti le corps d'un bébé de sous une maison. On attendait que la police de Jacmel vienne récupérer le corps. Et puis là, on a plein de petits gamins qui sont arrivés, qui avaient entre 8 et 10 ans, et qui sont venus parce qu'ils savaient qu'on était français et qui voulaient nous chanter Frère Jacques en français. Donc en fait, on a eu un moment où on a eu cette vingtaine de gamins qui ont chanté Frère Jacques en français au milieu des ruines. C'était une espèce de bulle qui nous a tous à l'époque, enfin même maintenant, en fait, c'était un souvenir qui est enfin, plein d'émotions. Il y a des gens qui s'engageront jamais dans ce genre de choses, alors c'est pas un jugement de valeur, hein, mais je pense qu'il faut déjà au début avoir un petit peu d'empathie quand même pour ce qui se passe, puis se dire que sur la planète on est quand même un peu tous sur le même bateau, et puis qu'il faut, il faut forcément aussi aller aider les gens qui n'y arrivent pas tout seuls au moment où ça va mal pour eux. L'immense différence entre la vie de tous les jours et la vie post-catastrophe, c'est qu'on n'a pas le temps de s'embarrasser de tas de choses que nous on a dans notre vie. On va au plus direct, c'est-à-dire là on joue des histoires de vie, de mort. Est-ce qu'on va aller au bon endroit au bon moment? Est-ce qu'on va s'engager aux endroits quand il le faut vraiment? Est-ce qu'on a pris les bonnes mesures de sécurité? On doit prendre des décisions très rapidement. Donc forcément tout ça, ça vous fait changer votre manière de voir les choses. Pas de changer l'échelle des valeurs qu'on a, parce que l'échelle des valeurs, on est forcé de partager celle qui est commune à notre société, sinon on serait juste invivable. C'est-à-dire plus rien n'aurait d'importance pour nous, sauf des choses capitales. Mais malgré tout, je pense que voilà, il y a une rapidité à prendre des décisions, et puis il y a quand même au fond de soi-même, ces expériences, on les garde et forcément ça nous a enrichis. Enfin, moi je le vois vraiment comme ça.